Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Vous nous suivez tous les jours en direct à 17h à la télévision via vos box. Vous nous suivez en direct également via les réseaux sociaux et notamment via notre compte LinkedIn. Et vous nous retrouvez en rattrapage, en replay tous les jours sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le retour de tarifman. Donald Trump a réélevé le niveau de menace tarifaire au cours des dernières heures et des derniers jours, tout au long de la semaine, avec ces lettres envoyées aux partenaires commerciaux et des droits de douane qui sont bien plus élevés que ce qu'on pouvait imaginer pour des cibles spécifiques. On a en tête le Brésil ou des produits bien spécifiques comme le cuivre, par exemple, sans compter le Canada qui est reparti pour un tour avec la menace ou la perspective de tarifs de 35% au 1er août prochain. Pauline Gratel vous apportera toute la série des nouvelles menaces édictées par Donald Trump au cours des dernières heures dans son point bourse. Dans un instant, une menace qui pèse peut-être un petit peu sur le moral aujourd'hui, même si on a vu quand même les indices actions en Europe afficher de très belles performances tout au long de la semaine. La séance du jour est plutôt consacrée à des prises de profit et un petit peu de prudence avant un week-end de 3 jours en France, même si les marchés resteront ouverts pour ce lundi 14 juillet. On peut s'attendre quand même à une activité de marché beaucoup plus faible sur le marché français en particulier. La prochaine grande étape pour les investisseurs, au-delà de l'aspect trumpien, ce sont les résultats d'entreprise qui vont monter en puissance à partir de la semaine prochaine, concentrés sur 3 semaines. Les publications des résultats des grandes entreprises américaines notamment seront particulièrement scrutées par les investisseurs après un premier trimestre qui restait encore tout à fait correct en termes de publication. Verra-t-on les impacts de ces tarifs ou de ces menaces tarifaires dans ces résultats du deuxième trimestre? Rien n'est moins sûr. On a encore en tête les résultats de Delta Airlines, par exemple, publiés cette semaine, qui étaient bons, avec une visibilité retrouvée. L'entreprise a pu redonner des guidance sur l'ensemble de son exercice, avec l'idée que les réservations s'étaient stabilisées pour la compagnie aérienne américaine. Enfin, dans le dernier quart d'heure, nous évoquerons les dernières tendances au sein de l'industrie de la gestion passive avec les équipes de Yomoni. Leur baromètre, leur observatoire ETF est publié chaque mois et nous en profitons grâce à Olivier Malteste, le directeur des investissements de Yomoni, qui sera avec nous en plateau dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et c'est donc le retour de tarifman cette semaine. Oui, Donald Trump continue d'envoyer ses courriers avec les nouveaux droits de douane pour les pays concernés. Après les 50% à l'encontre du Brésil hier, c'est aujourd'hui pour le Canada que le facteur est passé. Ce sera 35% de surtaxe douanière sur les produits canadiens dès le 1er août, la nouvelle date butoir. Maintenant, l'Union européenne attend son tour. Donald Trump a indiqué que Bruxelles devrait bientôt recevoir le fameux courrier. Bon, Donald Trump a pu préciser ses intentions lors d'une interview donnée aux médias NBC aux États-Unis. Oui, une interview dans laquelle il a également annoncé une remontée du taux plancher pour les autres pays qui n'ont pas reçu de lettres. Actuellement, le taux s'élève à 10% et il pourrait être remonté entre 15 et 20%, a indiqué le président Trump. Les indices qui étaient restés relativement optimistes, snobant même les menaces tarifaires de Donald Trump, marquent une pause aujourd'hui. Oui, ces nouvelles annonces mettent fin à une série de 4 séances dans le vert pour le CAC 40 qui évolue aujourd'hui en repli de 1% environ, mais qui reste au-delà de 7800 points. L'indice parisien est lesté par les valeurs du luxe. Kering perd 4%, pénalisé par une note d'analyste. Dans son sillage, LVMH cède également 3%. Aux États-Unis, les grands indices ont ouvert en baisse après les récents records de cette semaine pour le Nasdaq et le S&P 500. Bon, et puis toujours ce mouvement de yo-yo sur la courbe obligataire avec une séance qui voit plutôt revenir quelques tensions, même si on reste pour l'instant en territoire connu sur les parties longues de courbe. Oui, le rendement américain à 10 ans se tend un petit peu à nouveau pour évoluer autour de 4,40% et le rendement à 30 ans s'établit au-delà de 4,90%. Même tendance en Europe où le rendement allemand à 10 ans se rapproche de plus en plus de 2,70%. Sur le marché des changes, le dollar s'est raffermi
tout au long de la semaine après une baisse historique au premier semestre et l'euro-dollar s'équilibre désormais autour de 1,17. Enfin, nouveau record à noter pour le Bitcoin qui a dépassé les 118 000 dollars. Pas de grosses statistiques macro aujourd'hui au programme. Les investisseurs ont quand même jeté un œil sans doute aux dernières données du PIB britannique. Oui, la croissance britannique du mois de mai est inférieure aux attentes, mais supérieure au mois précédent. Elle recule de 0,1% en mai sur un mois. Nous avons également regardé la seconde estimation d'inflation pour la France. En données harmonisées, l'inflation est conforme à la première lecture sur un mois, en hausse de 0,4% et en hausse de 0,9% sur un an en juin, légèrement supérieure à la première estimation. Et puis nous rentrons dans la saison de publication des entreprises. Le gros coup d'envoi viendra la semaine prochaine avec les banques américaines, Pauline, mais Lévi-Strauss aujourd'hui publiait et le titre Lévi-Strauss bondit sur le marché américain. Oui, il bondit de 7% après avoir relevé ses perspectives de chiffre d'affaires et de bénéfices pour cette année. Les revenus devraient ainsi augmenter entre 1 et 2% en 2025, à comparer avec une baisse de 1 à 2% prévue initialement. Quels sont les temps forts attendus la semaine prochaine sur les marchés, Pauline? Lundi, ce sera la fête nationale en France, mais les marchés resteront ouverts, même si les volumes d'échanges pourront être réduits. La semaine prochaine, on regardera les inflations américaines et britanniques du mois de juin, ainsi que l'inflation de la zone euro en seconde lecture pour le mois de juin. Et la semaine prochaine marquera donc le top départ de la saison des résultats, avec ceux des banques américaines attendus mardi. Au menu, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup et BlackRock. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier Ringard est à nos côtés ce soir, directeur des investissements de Neuflis OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. David Benamou nous accompagne, associé gérant, cofondateur et directeur des investissements d'Axiom Alternative Investments. Bonsoir David. Bonsoir. Et Christian Parizeau est également parmi nous, économiste et président d'Altair Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver. Christian, c'est donc le retour de Tarifman. On pensait que le risque commercial pouvait baisser à partir du 9 juillet. Visiblement, ce n'est pas le cas. En tout cas, la menace tarifaire reste élevée. Elle est même peut-être plus élevée que ce qu'on pouvait imaginer. Oui, alors c'est tout le paradoxe que l'on a, c'est la vision des marchés et peut-être ce que subit l'économie. C'est-à-dire que la vision des marchés, c'est de dire, bon, on n'a pas eu le 9 juillet, on pensait être libéré de ce risque-là, c'est pas fait, mais de toute façon, il a reporté ça au 1er août, mais il n'est pas sérieux. C'est un peu le gag, hein, il revient chaque fois, il nous dit qu'il va monter les tarifs, il le fait pas, et du coup, on s'inquiète pas outre mesure, parce que mine de rien, ce qu'il a annoncé là, c'est quand même une bombe à retardement pour l'économie américaine. Hein. C'est vraiment un impact très fort sur l'inflation. Alors déjà, je vois pas comment la Banque centrale américaine peut baisser les taux dans ces conditions-là à la fin du mois. Ça sera quand même compliqué pour déjà. Juillet, oui. Pour juillet, c'est mort, parce que déjà, elle est même pas sûre des droits de douane qui vont être appliqués in fine. Ouais. Et puis derrière, on voit que M. Trump, il réagit justement parce que les marchés ne réagissent pas. Parce qu'en gros, il est en train de dire au marché, je vous ai mis 10%, vous n'avez pas réagi, donc je vais vous mettre 15 à 20, vous réagissez pas, bon bah moi je le fais. Il teste la limite, quoi. Voilà, il a ce côté un peu capricieux, voilà. Donc, capricieux de chercher la limite. C'est là que ça devient un peu dangereux, quoi, au niveau des marchés, parce que j'ai l'impression que lui, il faut bien comprendre quelque chose, il va gagner à peu près 100 milliards de dollars sur les droits de douane sur le premier semestre. Ouais. Il a dit qu'il voulait 300 milliards sur l'année, donc ça veut dire qu'il est prêt à doubler les droits de douane sur la deuxième partie. Et en plus, ce qu'il conforte, peut-être à tort, sûrement à tort à mon avis, mais il conforte qu'il n'y a pas d'inflation. Pour l'instant, ça ne se voit pas dans les prix. Donc il dit... La menace fantôme. Voilà, pour lui, il dit, je peux continuer, ça me fait des recettes, ça me facilite mon budget de l'État, et tout va bien. Bon, après, je pense que c'est que retardé, et ça se verra, mais au moins, en tout cas, il y a ça. Alors après, je vous dis juste, il y a juste un élément qui me choque, c'est pourquoi les marchés ne se posent pas la question, qui paye les 100 milliards ? Parce que c'est la vraie question aujourd'hui. Il y a 100 milliards, c'est pas de l'argent qui a été créé, c'est pas de la planche à billets, donc il y a bien quelqu'un qui a payé 100 milliards. Les fournisseurs des entreprises américaines, ce n'est pas le cas. Les prix à l'import sont stables, sont même en légère hausse. Donc, il n'y a pas eu de baisse de prix sur les prix de vente aux entreprises américaines. Donc, ça veut dire que soit ça va être sur les marges, soit ça va être sur l'inflation. Donc, dans les deux cas, c'est très mauvais pour le marché action, à mon avis, parce que soit c'est un effet... Et donc, c'est une question d'inertie, c'est une question de délai. Le marché action, il y a un momentum, les résultats arrivent. Mais ce sujet sera traité à un moment par le marché action. Il sera payé. Tout se paye sur les marchés. À 6300 points sur les S&P 500, on ne prend pas en compte ce risque-là. Moi, à mon avis, on ne le prend pas parce qu'on aura sur des déceptions. Alors après, je mets juste un petit bémol. Il y a aussi la thématique intelligence artificielle, peut-être qu'on en reparlera, qui est un petit peu un cas à part, on va dire, qui peut encore se justifier, mais qui explique aussi en partie la résilience des marchés. Parce que je prends juste un exemple. Si les marchés
étaient vraiment, vraiment obtus, ils auraient tout mis sur les petites et moyennes valeurs Oui, américaines. bien sûr. Si on était vraiment Parce que, risconne. Si on était voilà, vraiment ça, on va risconne. pas- Oui, et oui, surtout, bien sûr. vu le budget qui est passé, Ouais, c'est ouais. plus un budget petite et moyenne Ouais. entreprise. Ça n'a pas été fait. Donc, le marché. Il y a un quand aspect même, défensif dans la hausse du marché, Et puis, dans quand la même. hausse du marché, il y a quand même un effet un peu technologique. Mais ça, Après, deuxième point, juste pour finir, deuxième point, c'est l'économie, moi, qui m'inquiète. Parce que là, vous êtes quand même face. On pouvait dire le 9 juillet, c'est levé, on va pouvoir souffler, on va pouvoir adapter les chaînes d'approvisionnement, Walmart va passer ses commandes pour Noël, et puis là, on lui dit, non, il va falloir que tu attendes le 1er août, certes, rien n'est réglé avec la Chine, donc il va falloir attendre. c'est mi-août pour la Chine, la fin de la trêve. Voilà. C'est ça. Donc, c'est quand même beaucoup d'incertitudes pour l'ensemble, et ça va commencer à se payer très lourdement, à mon avis. Et juste pour vous dire un petit exemple, il y a l'enquête auprès des logisticiens américains qui nous disait qu'il y avait une énorme volatilité d'une semaine à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des semaines, tout le monde se dépêche de front-commander, d'anticiper. Et puis la semaine d'après, il n'y a plus rien. Et regardez les cours du cuivre. Ouais. Vous avez quand même maintenant les entreprises américaines qui ont plus de 6 mois de stock de cuivre, qu'ils ont surpayé par rapport à l'Europe, parce que le cuivre aux États-Unis vaut plus cher que dans le reste du monde. Il y a 20% Ils sont en train d'assécher le marché, mais 6 mois de stock, ça veut dire qu'ils ne vont plus passer de commandes sur le deuxième semestre. Donc on va avoir une chute très violente après de la demande de cuivre. Donc c'est n'importe quoi. Et ça, par contre, ça se paye. Ça se paye sur les marges des entreprises, parce qu'il y a des coûts de stockage, il y a des coûts d'achat, et ça se paye forcément sur l'activité économique derrière, parce que les miniers, ils mangent leur pain blanc, et puis derrière, ils savent derrière que ça va chuter. Donc ça crée énormément d'incertitudes et de volatilité pour le deuxième semestre. Olivier Ringard, il faut se méfier de ce réflexe TACO sur les marchés. Donc on le rappelle, venant d'un éditorialiste du FT, je crois, ou FT, je crois, l'idée ou la théorie qui veut que Trump se dégonfle à chaque fois, sauf que quand il fait 2 pas en avant, il fait pas forcément 2 pas en arrière à chaque fois pour autant. Donc il faut avoir de la méfiance quand même par rapport à ce risque-là. Et je cite aussi un chiffre que j'ai trouvé d'ailleurs dans vos notes, Christian Parizeau. S'il met tout en œuvre à partir du 1er août, comme il le menace aujourd'hui, le péage moyen sur le marché américain, c'est 17,5%. Je parle sous le contrôle de Christian. C'est venant de 2,5% le 19 janvier dernier ou le 20 janvier dernier. Je pense que j'apporterai une vision un peu plus modérée, si vous me le permettez, qui est la suivante. D'abord, la relance de Trump sur cette guerre commerciale ne concerne pas la Chine, ne concerne pas l'Union européenne, concerne certes le Canada. Et le Brésil, c'est quand même. Le Canada, on exclut. Oui, tous ceux qui sont dans le libre-échange, bien sûr. C'est modéré. Oui. Donc, c'est une relance de Trump qui semble être effectivement importante, mais elle n'est pas si importante que cela. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les marchés s'habituent en fait à ce risque-là. Et quand on regarde ce qui s'était passé en 2018, on avait déjà eu ce mouvement de. J'annonce une forte hausse vis-à-vis de la Chine, et puis derrière, j'ai des répliques dans cette guerre commerciale avec la Chine. Et les marchés s'étaient habitués, avaient intégré ce risque commercial. Ce que vont probablement faire les marchés désormais, c'est d'attendre ce que va être la réalité de ces tarifs douaniers le 1er août. Ce que seront les règles du jeu. Et soit on est sur l'hypothèse que intégrer les investisseurs, à savoir une augmentation moyenne des droits de douane autour de 14-15%, soit on a quelque chose qui est plus important, voire nettement plus important, parce que la situation de nouveau dégénère et il y a un phénomène d'escalade. Et dans ce cas-là, les marchés réagiront probablement. Mais si on reste autour de ces 14-15%, je ne pense pas qu'on subira un excès de volatilité significatif sur ces marchés. Par contre, là où je vous rejoins, c'est comment tout ceci va se traduire pour notre économie mondiale sur le second semestre. Est-ce qu'on va avoir un ralentissement plus significatif qu'est-ce compte le consensus aujourd'hui, qui est une économie américaine qui atterrit sur un rythme de croissance légèrement supérieur à 1% au second semestre et au premier semestre de l'année 2026 avec une petite bosse d'inflation. Et dans ce cas-là, ce n'est pas quelque chose de trop dérangeant pour les investisseurs. On pourrait absorber ce ralentissement momentané, ou va-t-on vers un ralentissement plus significatif et une récession parce que les entreprises sont vraiment perturbées par l'incertitude qui s'impose depuis plusieurs mois?
Et là, on rentrerait dans quelque chose de plus désagréable. Plus délétère. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux scénarios? Est-ce que c'est juste la question du niveau moyen des tarifs ou est-ce que c'est aussi la réaction, la capacité de réaction, d'agilité, d'adaptation des entreprises qui est difficile aussi à anticiper. Alors évidemment, on a tous des contacts entreprises, etc. Mais savoir ce qui va vraiment se passer, dans quelle manière, de quelle manière ces entreprises vont pouvoir contourner encore, s'adapter encore à cet environnement, ça reste toujours un point d'interrogation. Ça reste un point d'interrogation et il est difficile également pour l'investisseur d'identifier exactement ce qu'est le point de bascule. En fait. Et pour notre part, ce que l'on va regarder comme indicateur potentiel, comme indicateur d'une augmentation potentielle du risque de récession ou d'une augmentation de la probabilité de réalisation d'une récession aux États-Unis, c'est le marché de l'emploi américain. Si jamais on voit que ce marché de l'emploi américain, qui donne des signes, certes, de modération, mais à l'intérieur de ces signes de modération, potentiellement quelques signes de faiblesse, si jamais on voit ce marché de l'emploi continuer de se détériorer et de s'affaiblir plus significativement, dans ce cas-là, on se posera sans doute d'autres questions pour les prochains mois. David, d'un point de vue un peu global de marché, alors que vous inspire là effectivement cet environnement, le retour de la menace tarifaire, peut-être à des niveaux qui pourraient mettre en risque le momentum de marché, sachant que ces marchés, et si on prend les références américaines, ont clôturé le premier semestre au top niveau, avec une tech qui a retrouvé son leadership. Toujours la question du dollar, mais c'est vrai que quand on regarde la photographie finale, finish de la clôture du S1, on se dit quand même que les marchés vivent plutôt bien cette histoire. Tarifaire en tout cas. Oui, vivent plutôt bien, mais je crois que vraiment la trame de fond qui se produit, qui est intéressante pour l'Europe, c'est la réallocation, c'est la fin de l'exceptionnalisme US. Et la on fin le voit. provisoire, on La dit, fin provisoire. Parce que ça, on ajoute un peu de nuance quand même à cette idée-là, mais il y a une érosion. Provisoire, ça voilà, on n'a pas. Je suis venu sans ma boule de cristal. Donc, oui, c'est ça. Je suis désolé. Mais en tout état de cause, ce qui est clair, c'est qu'on voit les Européens qui étaient montés petit à petit dans les portefeuilles en actions américaines jusqu'à quasi 60% avant le Liberation Day. On voit quand même aujourd'hui dans le positioning un retour en arrière très clair. Et à l'Europe, donc c'est une diversification vers l'Europe des États-Unis, comme on dit, et puis le secteur bancaire européen, là, on profite. On va en parler, bien sûr. Mais ce mouvement, c'est vraiment structurel pour vous. C'est pas. On est allé chercher un refuge temporaire parce que les flux reviennent quand même sur les actions américaines. La tech est à nouveau au sommet, encore une fois. Je crois que c'est plutôt un changement de cycle. Après, combien de temps ce cycle va durer? Et pour moi, le point de départ de ce changement de cycle, c'est le grand chambardement de M. Merz, qui finalement décide que la première économie européenne va assumer son rôle de locomotive. Je pense que c'est ça plutôt vraiment la toile de fond qui peut-être en fait a fait décider aux investisseurs que l'Europe finalement allait peut-être venir vivre en tout cas une décennie intéressante. Sur le dollar, là aussi tour de table, mais gardez la parole David, qu'est-ce que vous dites après les 10% de baisse du premier semestre? Intéressant d'ailleurs, sur la semaine le dollar n'a pas tellement baissé, il s'est plutôt stabilisé, voire il s'est légèrement raffermi. Il y a une mécanique de couverture pour des grandes institutions financières mondiales, des fonds de pension, des assureurs. On le voit en Asie, à Taïwan, on voit des assureurs qui se couvrent un peu en panique comme ça pour essayer de gérer la baisse du dollar. Ces couvertures, aujourd'hui, elles sont en place. Tout le monde a pris conscience que c'était quand même important de se couvrir contre le dollar après avoir été... en termes de détention peut-être à des niveaux un peu extrêmes, ou est-ce qu'il y a encore de la place sur des phénomènes de marché pour alimenter la baisse du dollar? Alors d'abord, je pense que c'est surtout des flux en fait, qui ont traduit ça avant d'être des couvertures. Mmh. Mais il n'y a pas, l'actualité qu'on vit là, il n'y a pas de raison à ce qu'elle change en fait ce phénomène. Donc on va avoir. Il n'y a pas de stop là à la baisse du dollar. Enfin, il n'y a pas de. D'ailleurs, c'est pour ça que la BCE s'inquiète. Ouais. Donc voilà, on est dans une phase en fait qui est assez curieuse, mais pour moi, il n'y a pas de raison. On est vraiment dans un changement de cycle. Ah ouais.
baisse du dollar? Alors, je vais juste vous donner l'idée d'un graphique. C'est S&P Global qui interroge les gérants. Et il est très intéressant ce graphique. Il pose la question, l'économie américaine à 12 mois. Et si vous prenez des gérants nord-américains, ils vous disent c'est comme ça. Baisse d'impôts, dérégulation, etc. Eux, c'est comme ça. Vous interrogez les gérants hors Amérique du Nord, c'est comme ça. C'est en gros une économie américaine qui va ralentir fortement. Donc on comprend mieux ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en gros, le monde entier regarde M. Trump, le monde entier se dit il est en train de peser sur la croissance mondiale, et le monde entier se dit ce qui se passe actuellement, il ne faut pas que je sois sur les $, je ne sois pas sur les États-Unis. Les Américains nous disent tout va aller super bien, on va avoir une super croissance économique. C'est booming. C'est booming. Bon, il y a cette petite incertitude qui est autour des droits de douane qui nous pénalise un peu, mais à un moment donné, il va faire ses accords commerciaux, il va vendre ses Boeing, il va faire des accords dans lesquels vous achetez du riz américain aux Japonais qui détestent le riz américain, donc ça ira aux cochons japonais, mais c'est pas grave. On aura vendu du riz aux Japonais, on aura tordu le bras aux Japonais, et donc c'est très bon pour le business américain. Le change est moins critique pour un gestionnaire d'actifs américains sur des actifs américains. Ça veut dire que les non-résidents n'y croient pas, ne croient pas à M. Trump, et vendent le dollar. Oui. La seule interrogation, soit les Américains ont raison, et dans ce cas-là, tous les non-résidents ils vont revenir en masse sur le dollar en disant on a sous-pondéré le dollar, on s'est trompé, et il fallait avoir des actifs américains. Soit c'est les Américains qui ont tort et on a une belle chute de la bourse américaine à attendre, une correction, et on va avoir encore le dollar. Et le dollar repart à la baisse. Et repart à la baisse parce que les non-résidents, ils ne vont pas revenir refinancer un budget américain qui est en dérive et acheter des actifs américains si ils Donc on peut se retrouver à nouveau dans ce schéma où tous les actifs américains baissent. Les obligations, les actions et la devise. Bien sûr, parce que ce seront les non-résidents qui se diront dans ce cas-là, je ne vais pas financer la super loi de M. Trump parce que sa politique est un échec et ça nous déstabilise. Donc je vous fais les deux extrêmes, volontairement pour vous donner. Donc ça montre à quel point, derrière les mouvements du dollar, c'est deux visions du monde qui est en train de s'installer. Ce qui veut dire, d'une part, je vais dire sans me mouiller, c'est que c'est pas stable. Quoi qu'il se passe, que vous soyez baissier dollar ou haussier dollar, quoi qu'il se passe, c'est pas du tout stable. Il y a un moment donné que ça va réagir dans un sens ou dans l'autre, et ça risque de créer pas mal de perturbations. Volatilité, sur l'échange. Là-dessus, je me mouille pas trop, mais je pense que là-dessus, il faut l'avoir en tête. Ça veut dire aussi que si vous voulez investir sur le dollar, si vous croyez en Nvidia, pourquoi pas, couvrez-vous. Couvrez-vous parce que ça vaut le coup de se couvrir aujourd'hui. Ça coûte très cher, je peux peut-être me tromper, mais je n'ai aucune visibilité sur le dollar. Je ne peux pas vous dire avec certitude qu'il va baisser ou qu'il va monter. Donc, vaut mieux pas prendre ce risque change. Donc, retenez déjà en investissement. Prenez pas un risque dollar aujourd'hui, on n'a pas de visibilité là-dessus. Alors après, personnellement, je ne serais pas aussi extrême, parce que je pense qu'on ne va pas être sur des situations extrêmes, je l'ai fait volontairement pour démontrer. Mais ça met les bornes. Ça met les deux bornes. Je pense qu'on sera peut-être sur quelque chose d'un peu plus modeste, mais il y a quand même des vrais risques de déception cet été sur les actifs américains. Parce que si on voit juste par erreur, le BLS sort un chiffre un peu fort sur l'inflation, tout de suite ça va paniquer. Ils vont dire finalement ces droits de douane c'est inflationniste. On a peut-être eu tort de ne pas réagir. À l'inverse, s'il n'y a pas d'inflation, on va dire, Trump a gagné, mais on va avoir des statistiques qui vont montrer aussi que le commerce mondial est en train de faire ça. Parce qu'on a quand même pas mal de signaux aujourd'hui. Je vous prends juste la balance commerciale allemande, moins 7% vers les États-Unis, moins 7,7. Donc on commence à voir le contre-effet du stockage. Donc on va avoir des statistiques qui vont être très pourries sur cet été. C'est une volatilité macro. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il y aura des périodes de doute. Donc moi, ce que j'aurais tendance à jouer sur les 3 prochains mois, c'est plutôt une poursuite du baisse du dollar, mais avec les actifs américains qui pourraient baisser. Encore une fois, je ne suis pas sur un crack, je ne suis pas à dire que ça sera la catastrophe, je ne vous fais pas le scénario extrême. Mais prudence par rapport à court terme. Après, je vous dirais que je suis moins noir sur 2026, mais là, ça sera peut-être une autre histoire. Juste pour vous dire, parce qu'après, il y aura la loi, il y aura, à un moment donné, il y aura ces accords commerciaux, ça va enlever les incertitudes. Mais méfiez-vous cet été, ça s'annonce quand même assez chaud, à mon avis, par rapport à toutes ces thématiques-là. Et puis il y a la midterm election, donc on va voir ce qui va se passer. Oui, ça peut se calmer un peu. Oui, d'accord. Tout peut changer. Le feu de tout bois peut se calmer un petit peu quand même avec les échéances électorales. Un peu extrémiste. Alors voilà, donc je vois Olivier qui va apporter un peu de nuance. Évidemment. Est-ce que ça implique pour les banques centrales? Effectivement, la BCE a passé une semaine à Sintra à s'interroger sur à quel moment ça pose un problème, ce niveau du dollar contre euro en l'occurrence. Alors, nous, sur l'euro-dollar, en fait, on a une vision qui est un peu différente, au moins à court terme, donc jusqu'à la fin de l'année, à savoir un dollar qui va plutôt avoir tendance à se renforcer grâce à 2 facteurs. Le premier qui tient dans le fait que l'incertitude générale liée à la politique de Trump va plutôt avoir tendance à se réduire, puisque normalement on a progressivement, semaine après semaine, un peu plus de visibilité sur les règles
du commerce mondial. Et deuxième élément, on a un différentiel de taux États-Unis, Europe qui est très important, qui a été le facteur, le principal driver de l'évolution de l'euro-dollar sur les 2 ou 3 dernières années. Et pour notre part, on considère que ce différentiel de taux, il va rester au moins jusqu'à la fin de l'année avec une banque centrale américaine coincée par cette bosse d'inflation et qui maintient donc son taux Fed Funds à 4,5%, et une banque centrale européenne qui, elle, est potentiellement incitée à continuer de baisser son taux de dépôt d'ici à la fin de l'année sur un niveau de l'ordre de 1,5%. Donc on ne serait pas si inquiet que ça sur cet euro-dollar sur cette fin d'année. Après, au-delà, tout dépend de cette question stratégique. Est-ce qu'on y croit à cette renaissance européenne? Est-ce qu'on croit à la fin de l'exceptionnalisme américain? La fin des États-Unis, quand on voit un PE à 23 sur le marché américain, un Standard & Poor's 500 à 6300 points, les 10 premières... à 4 000 milliards de dollars. Nvidia à 4 000 milliards de dollars et les 10 premières capitalisations boursières américaines qui représentent de nouveau 40% du S&P 500. Je pense qu'il faut... On n'est pas dans l'ère du misérabilisme américain, voilà. En tout cas. Peut-être que c'est la fin, mais ça, c'est une fin relative pour l'instant. Et en face de ça, on a quand même une Europe qui doit montrer qu'elle est capable de restaurer sa compétitivité. Et oui, Merz est là. C'est peut-être un vrai game changer, mais Merz a déjà des difficultés dans sa coalition pour faire baisser les prix d'électricité. Ce ne sera pas un long fleuve tranquille, quoi. Ce regain de confiance stratégique de l'Europe vis-à-vis des investisseurs globaux, ça reste quand même un long parcours, entre guillemets. Ça sera un long chemin. Ouais, un long chemin. Non, mais très bien. Et sur la corrélation, effectivement, entre les taux courts américains et allemands, en l'occurrence, on doit être à 200 points de base, peut-être d'écart aujourd'hui. Il n'y a plus aucune corrélation. Le dollar n'a cessé de baisser malgré cette ancre, cette force de rappel. Mais ce n'est pas une corrélation qui est définitivement détruite. Non, ça ne nous semble pas être une corrélation définitivement détruite. Quand on regarde l'histoire, on voit que à certaines périodes de l'histoire, la décorrélation s'est déjà manifestée. Et s'est manifestée avec une ampleur encore plus importante que celle que l'on connaît aujourd'hui. D'accord. Bon, la corrélation impliquerait, si c'était le seul driver, que l'euro-dollar soit plutôt à 1,07, 1,08 aujourd'hui contre 1,17. Évoquons le secteur des banques, David, si vous le voulez bien. Alors, les résultats arrivent. Qu'est-ce qu'on va attendre des résultats des banques et du secteur bancaire financier en Europe pour le deuxième trimestre? Mais juste avant ça, vous remettez un peu les choses en perspective dans une note aujourd'hui. Le secteur bancaire européen, au sein du Stock 600, c'est quasiment plus 300% de performance depuis le point bas Covid, quand le Stock 600, lui, ne fait que plus 100% depuis ce point bas Covid. Ça fait 5 ans que le secteur surperforme, et pas qu'un peu, et pour autant, c'est un secteur qui reste quasiment toujours aussi peu cher. Oui, et alors ce qui est amusant, on parlait de la technologie américaine, le Stock 600 Bank a fait mieux que Nvidia, que les Magnificent Seven. Les Mag 7. Voilà, comme quoi, il y a ce qui est fascinant. Il n'y a qu'à regarder la réalité en face pour découvrir aussi qu'on a des secteurs forts en Europe. Voilà, puis ce qui est très intéressant, c'est que ça s'est fait en fait sur le triplement du revenu par action, en fait, en réalité. Les valorisations n'ont pas vraiment bougé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 40% de décote par rapport en fait au reste du marché. 40% de décote, c'est quasiment la décote qu'on avait en fait pendant le Covid. Et voilà, il faut se rappeler que quand le sentiment à l'égard du secteur bancaire a été, je dirais, raisonnablement positif, c'était à peu près 10% de décote et parfois de la surcote. Donc on est vraiment très très loin de ça. Donc, pourquoi c'est toujours aussi peu cher? En 5 ans, les gens ont quand même eu le temps de comprendre, tout ce dont on discute avec vous depuis 5 ans, en l'occurrence, David, que l'environnement a changé, que le gros du choc réglementaire est derrière, que la capacité à régénérer des profits, elle est là aujourd'hui, avec des courbes pentues qui permettent ce métier de transformation, etc., la consolidation, enfin, tous ces facteurs-là qui s'accumulent, qui s'empilent, ça ne modifie pas la valorisation du secteur 5 ans après, quoi. Non, parce que les multiples ont du mal à s'ajuster. C'est-à-dire que la croissance a été tellement forte que les multiples ont vraiment eu beaucoup de mal à s'ajuster jusque-là. Et puis, c'est le seul secteur qui, depuis 19 trimestres consécutifs, continue de battre le consensus.
là, c'est intéressant. On voyait au début de l'année les analyses qui étaient résultat du premier trimestre, beaucoup moins confortables sur la suite. Et puis là, on a reçu, on a les données BCE qui sont sorties. Donc on voit que Sur le volume de prêts, par dépôts exemple. d'abord, c'est très important. Oui, les parce dépôts, que, bien sûr. il y a d'abord les Bien dépôts, sûr. c'est une part importante de la marge nette d'intérêt. Et surtout, c'est ce qui était considéré comme par les analystes le plus à risque. Bon, second trimestre, on a Bien, la volatilité des dépôts. On avait peur que les voilà. dépôts se barrent d'un établissement à l'autre en permanence. Voilà, exactement. Donc là, les dépôts augmentent. Plus intéressant, la part des dépôts à vue augmente par rapport aux dépôts à terme. Le coût des dépôts à terme baisse. Donc tout ça, ça veut dire que dans la composante dépôt de la marge nette d'intérêt, ça veut dire que vous allez progresser de 1, 2, 3% parfois sur cette composante-là. Ensuite, on a le volume de prêt qui redémarre. On est dans une zone de taux qui est assez favorable, disons entre 1,5 et 2%. Taux direct de la Banque centrale Oui, ouais. Ça permet en fait d'avoir en fait un volume de prêt qui repart. C'est une zone qui est accommodante. En même temps, le coût du risque augmente, enfin pas d'ailleurs, il continue à baisser. Ouais, donc c'est un sweet spot, quoi. Donc c'est vraiment un niveau qui est tout à fait favorable. Et ça, c'est important parce que ça permet en fait aux gros stocks de prêts originés sous les taux négatifs d'être remplacés. En fait, alors, pour les banques françaises, c'est particulièrement vrai parce que les banques françaises ont des books à peu près à 10 ans. Donc on traîne un stock de prêts avec des... Mais on arrive au bout de ce stock-là. Et donc Non, on n'est pas du tout au bout là. Non, on est pour les banques françaises, on est, je dirais, au mieux à mi-parcours. D'accord. On a perdu moins d'argent. Alors, sur ce type de prêt. exactement. Donc là, sur tous les prêts qui sont originés, tous les nouveaux des prêts marges qui sont très très différents. D'accord. Donc, ça va se retrouver là dans les résultats immédiats du deuxième trimestre. On va avoir encore un 20e trimestre de surprises potentiellement positives. C'est assez probable parce que quand on regarde en fait, c'est sur la partie, je dirais, métier classique de la banque, on voit ces effets qui sont positifs. D'ailleurs, on a vu au premier trimestre déjà le retail de Société Générale et de BNP qui allait un petit peu mieux, mais bon, ça, il y a toujours les couvertures à prendre en compte, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais ce qu'on voit aussi sur la partie banque d'investissement et asset management, asset management des flux de dépôt qui sont là, donc ça fonctionne bien aussi. Enfin de la collecte. Et puis sur la partie banque d'investissement, on a le volume de trading qui est là. La seule chose qui ne fonctionne pas, c'est le M&A aujourd'hui. Mais je dirais que c'est plutôt pour les banques américaines. Ils arrivent à faire sans quoi. Oui. Voilà. C'est elles qui font les deals chez nous, généralement. Olivier, le secteur bancaire en Europe, c'est toujours un bon secteur pour s'exposer à l'Europe, là, aujourd'hui? Nous, c'est un secteur qu'on continue de surpondérer dans nos allocations pour l'idée suivante, c'est qu'on a un régime de taux, ça vient d'être dit, qui est plus favorable. Pour le cas européen, on a le sentiment que l'économie européenne va se tenir au cours des prochains trimestres, voire accélérer l'année prochaine grâce au stimulus budgétaire. Et puis enfin, on a ce sujet de l'union de l'épargne et des investissements. Anciennement l'union bancaire. Anciennement l'union bancaire, marché des capitaux européens, qui peut être également un accélérateur de la consolidation dans le secteur et qui pourrait alimenter potentiellement une poursuite du rating ou de la performance de ce secteur bancaire. Dans une de ses prises de parole, je crois, qui doit dater de la semaine dernière, j'ai vu que Friedrich Merz, sur l'idée d'une mutualisation de la garantie des dépôts, on n'y était pas. Enfin, non, c'était pas pour l'Allemagne, c'était pas une priorité de son mandat. Pour dire le moindre. Tout à fait. Non, mais ça sera un long chemin. Ça sera un long chemin. Il avait aussi dit qu'il était pour la discipline budgétaire. Enfin, moi, il n'est plus en campagne, là, a priori. Normalement, là, il est en fonction. Mais bon, effectivement, tout peut changer. Et aujourd'hui, dans ce monde-là, tout change très vite. Oui, pour rejoindre Olivier, on part de loin. Vraiment, on part de très très loin en Europe. Vraiment, on a mis en place une réglementation du secteur qui est extrêmement lourde. Et en fait, en Europe, contrairement aux États-Unis, on n'est pas un marché, on est une multitude de zones. Et évidemment, c'est un impediment, comme disent les anglo-saxons, qui est en fait énorme au fonctionnement du secteur. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que nos banques aujourd'hui arrivent à avoir un ROE supérieur en fait aux banques américaines. Avec un equity supérieur aux banques américaines. Bien sûr, au premier trimestre, absolument.
Et là, je suis curieux de voir le second. Donc, Et l'écart de valo, c'est quoi par rapport au secteur bancaire américain? c'est monstrueux. Non, on se paye combien de fois la On est- book value aujourd'hui du secteur Alors, bancaire en Europe? en multiple. Ouais, ouais. On est à 8 fois et demi en Europe, à peu près. Alors, il y a des exceptions comme Ah, Hertz qui ok. sont à 10. En moyenne, aux US, on est à 13,5. Pour un ROE inférieur. Ouais, Oui, mais Euh, après, le ROE est très volatile aux États-Unis aussi, hein, absolument. avec la banque d'investissement qui est un peu important. Par contre, moi je dirais, pour ajouter, il y a un point, moi je suis convaincu, c'est qu'il va y avoir l'Europe va être obligée d'alléger les tensions sur les banques européennes en termes de régulation. Oui. Parce que la réforme que veut mettre en place l'administration Trump, Ouais. c'est une bombe. Hein. il faudra une réponse. C'est une bombe. Juste pour vous donner une idée, à capital inchangé, les banques américaines vont pouvoir augmenter de 43% leur taille de bilan. Leur Taille de bilan, Ouais, ouais, la globalement, taille de hein. bilan. Donc, ça veut dire que vous améliorez forcément leur Donc, autonomie. réforme des ratios de levier qui arrive aux Voilà, États-Unis, qui se c'est prépare. monstrueux ce qu'ils veulent D'accord. faire. Alors, ça va prendre du temps, ça sera plutôt au début 2026, parce que là, Ouais. il y a la Fed qui a voté pour, mais Ouais. il y a encore les 2 autres régulateurs qui doivent s'exprimer, et on est dans une période de consultation. Donc, il y aura, à mon avis, dans le timing, c'est plutôt 2026, début 2026, mais l'Europe n'a pas le choix, parce que face à cette concurrence des banques américaines, il faudra aussi assouplir la régulation. En plus, on a vu que les Anglais, ils se collent complètement à ce que font les Américains. Donc ça veut dire que là, même au sein de l'Europe, parce que même si les Anglais font plus partie de l'Europe, financièrement parlant, ils ne sont pas quand même totalement isolés, on ne pourra pas avoir une telle divergence. Ça pose la question, là, au passage, Olivier, de qui sera l'acheteur marginal de Treasuries demain. Et donc, dans le grand plan, on comprend que cet aspect de dérégulation bancaire, c'est aussi une incitation en libérant de l'espace dans les bilans pour différents actifs, et notamment les Treasuries. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce qu'il faut quand même, je ne sais pas, une banque américaine, ça reste quand même une banque privée. Si elle n'a pas envie d'acheter de Treasuries pour X ou Y raison, elle doit pouvoir être libre de ne pas le faire. Oui, oui, Après, tout à fait, oui, oui. je sais que ça, c'est Non, c'est parce le que monde parfait, mais on a presque l'impression qu'on va bientôt reparler de répression financière et aux États-Unis. Bah ouais. Donc ça serait un comble. Ce serait peut-être un comble. En tout cas, ça serait un développement Ah ouais. amusant. Donc ça sera à suivre. Après, sur ce sujet du financement des États-Unis, du déficit budgétaire américain et du niveau des taux longs américains, à court terme, pour notre part, on n'est pas particulièrement inquiet D'accord. de cela. Les émissions de la semaine se sont bien passées, hein. Il y a quand même de la demande. Oui, donc on n'est pas particulièrement inquiet, mais ce sujet de financement des États restera un sujet de moyen terme et va nous accompagner au cours des prochaines années, très vraisemblablement. Oui. Et le petit rappel britannique, comme régulièrement, que Tout petit. oui, tout petit par rapport à la crise du mini-budget. Oui, là, c'était la mini-crise du gros budget, effectivement, mais ça n'est pas allé plus loin pour l'instant. Oui, réforme, dérégulation bancaire aux États-Unis, c'est spectaculaire ce que nous dit Christian. Qu'est-ce que ça va générer et comment l'Europe se prépare face à ça? Alors, quand on regarde ce qui est prévu aux US, c'est complètement tourné vers le marché américain. Donc, C'est pas pour nous, il y quoi. aura La non, place libérée dans le bilan des banques alors, américaines, c'est pas pour nous. malheureusement, les banques américaines ont déjà gagné la bataille de la banque d'investissement. Donc, ça, de toute façon, c'est plié, c'est fini depuis longtemps. Alors, en revanche, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de réformes qui sont à l'agenda européen et poussées par les politiques, ce qui est une bonne nouvelle. Donc titrisation, notamment la titrisation. Ouais. Déjà, la première chose importante concernant la banque d'investissement, c'est la revue fondamentale des boucles de trading. Réforme qui n'est pas appliquée aux États-Unis et chez nous, elle a été gelée. Donc, pour l'instant, pas d'entrée en vigueur et on verra si c'est une contrainte en moins quand même pour les banques. Une contrainte en moins. D'accord. Donc, mais qui va toucher essentiellement en fait les banques qui ont des activités de banque d'investissement. D'accord. Ensuite, effectivement, la titrisation, qui est un outil qui est développé aux États-Unis et qui est depuis 2008 un gros mot chez nous. Et donc, les principaux acteurs qui sont les banques et les compagnies d'assurance ont été complètement verrouillés par la réglementation. Aujourd'hui, si une compagnie d'assurance veut acheter une part de titrisation triple B, elle consomme autant de capital que si elle avait un bond single B. C'est surréaliste. Okay. Donc, or, quand c'est bien utilisé, ce sont des réels outils de financement de l'économie. Et pour les banques, c'est un très très bon outil de pilotage de leur risque de bilan, de leur ROE, etc. Donc ça semble quand même être en marche. Donc je dirais qu'on a plutôt les choses vont dans le bon sens.
Un truc aussi là, qui m'a fait marrer en lisant votre note ce matin, David, c'est que, bon, quand les investisseurs répondent à un sondage, ils ont tendance à dire qu'ils sont surpondérés sur le secteur bancaire en Europe. Quand vous regardez le positionnement Oui. des investisseurs globaux, vous ne retrouvez pas cette surpondération. Non, ça, Donc là aussi, le positionnement est intéressant quand même. c'est intéressant effectivement parce que quand on regarde le dernier sondage de BofA, tous les investisseurs disent surpondérés C'est sur les sûr. banques européennes, etc. Et puis quand on regarde vraiment les portefeuilles, ce qu'on voit, c'est que ils sont pas tout à fait au benchmark, mais pas loin. Ça veut dire qu'on vient de beaucoup, beaucoup plus loin, Ouais. en réalité. Eux, ils ont l'impression d'être surpondérés déjà. Voilà. C'est ça, en Ils ont fait. l'impression d'être Pour réconcilier un peu surpondérés. les deux. Voilà. D'accord. Et par contre, ils sont surpondérés au secteur assurance, qui est beaucoup plus petit, Ah ouais. mais qui est probablement plus rassurant, entre guillemets. Hmm. Bon, oui, le message de prudence, donc j'ai compris sur l'été américain, c'est ça, Christian. L'Europe, enfin, la diversification en dehors des États-Unis garde de l'intérêt. On n'a pas parlé des émergents, mais c'est vrai que les émergents aussi, visiblement, sont quand même des actifs gagnants du premier semestre avec la baisse du dollar. La dette émergente s'est bien comportée, les actions émergentes se sont bien comportées. Au global, hein, j'entends. Oui, alors, c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'économiquement, c'est difficile de dire les émergents, tout va bien. Au contraire, c'est les plus sensibles à la guerre commerciale, c'est les plus affectés. Mais c'est vrai que la baisse du dollar a quand même laissé de la marge de main-d'œuvre aux banques centrales et des émergents. Parce que le gros problème qu'ont souvent les banques centrales des pays émergents, c'est que si elles dévaluent, si elles baissent leur taux d'intérêt, les gens quittent leur monnaie. Ça fait de l'inflation importée et c'est très négatif. Donc la faiblesse du dollar a donné de la marge de manœuvre à pas mal de banques centrales émergentes et c'est quand même des éléments de soutien à leur économie domestique. Donc il y a cet élément-là qui a joué plutôt favorablement. Après, il y a aussi dans les indices obligataires, il ne faut pas l'oublier, un poids très important de l'Inde et de la Chine qui nous masque certaines mauvaises nouvelles sur les émergents. Ça biaise un peu les choses. Il faut faire attention. D'ailleurs, JP Morgan vient de déclarer hier qu'ils allaient sûrement revoir sensiblement la pondération de ces pays-là. Ouais, c'est ça. Et ça peut jouer quand même après dans notre perception des émergents. Donc attention quand même à ce petit biais-là. Donc moi, personnellement, les émergents, je serais quand même assez prudent pour le deuxième semestre, surtout. Alors, surtout que tout ce que nous montrent les données d'enquête, c'est plutôt un trou d'air du commerce mondial. Et on sait que c'est des économies très sensibles au commerce mondial. Donc, du coup, on fait quoi? On achète de l'or encore? Non, on peut. Hein. Oui. Je suis pas. Non, mais je pense que, en effet, la repondération de l'Europe reste un actif intéressant, notamment pour les investisseurs européens, pour pas avoir l'effet échange. Parce que c'est vrai qu'on avait oublié de gérer cet effet échange. Ah bah bien sûr, sur les actions américaines, c'était pas naturel de se couvrir contre la baisse du dollar. On avait un dollar qui monte, bien sûr. C'était évident. Donc je pense que oui, l'Europe redevient un support d'investissement intéressant et je pense que beaucoup d'investisseurs, notamment asiatiques, vont continuer de repondérer l'Europe. Hein. On a quand même des échos plutôt d'Asie où on est quand même... au-delà de l'aspect, même si on dit que tout se passe bien avec M. Trump et tout ça, il y a quand même l'aspect instabilité politique qui fait peur à beaucoup d'Asiatiques. Tout le monde a eu un petit coup de chaud quand même, entre Liberation Day, entre Zelensky dans le bureau ovale, etc. Tout le monde a quand même... Voilà, même je vous dis juste, hein, à titre personnel, même s'il y a des accords commerciaux, vous n'êtes pas à l'abri que juste le lendemain, après avoir signé un accord commercial, Trump dise « ça va pas, vous avez condamné Bolsonaro, vous avez fait un accord avec le Brésil, mais c'est pas grave, moi je suis pas d'accord, on repart dans les négociations. » Donc je ne vois pas comment dans sa façon de penser, il ne peut pas réutiliser l'arme droit de douane. Donc je pense qu'on est quand même dans une période encore d'incertitude. Donc rien que ça va quand même inciter pas mal d'investisseurs à repondérer l'Europe sans délaisser les États-Unis, mais au moins à rééquilibrer un peu. Risk management d'une certaine manière. Olivier, attitude en matière d'investissement là pour déjà passer l'été, les prochains mois. Alors même si on est un peu moins disons prudent sur l'analyse pour cet été. On reconnaît quand même qu'on a eu un sacré rebond au cours de ces 3 derniers mois sur le marché américain. Historique. C'est l'un des rebonds les plus rapides de l'histoire des marchés américains après une correction de plus de 20%. Donc on a aujourd'hui des allocations qui sont relativement neutres sur la classe d'actifs actions, et entre l'Europe et les États-Unis, on avait remonté le poids de l'Europe au mois de février. Suite aux inquiétudes liées à la rentabilité de la tech américaine avec DeepSeek et au plan de la Commission européenne pour restaurer la compétitivité européenne. Je ne pense pas qu'on fera de mouvements significatifs
pour l'instant, considérant que l'Europe doit démontrer qu'elle va délivrer et les États-Unis doivent vraiment également on attend les preuves de tout ça, démontrer que c'est la fin exceptionnelle des Américains. Donc on a plutôt réduit les billets d'allocation tactique dans nos portefeuilles. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christian Parizeau qui était avec nous, le président d'Altair Economics, David Benamou, directeur des investissements d'Axiom AI et Olivier Ringard, le directeur des investissements de Neuflize OBC. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous faisons le point sur l'industrie de la gestion passive avec différentes actualités que nous apporte l'Observatoire ETF des équipes de Yomoni et son chef économiste et directeur des investissements, Olivier Maltès, qui est à mes côtés. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup et bon anniversaire. Merci beaucoup. Bon anniversaire à Yomoni qui a célébré donc le 2 juillet dernier ses 10 ans d'existence. Exactement, c'est 10 ans. Donc, au bout de 10 Aventure pionnière, il y a 10 ans. Aventure pionnière sur les ETF. Aujourd'hui, ça paraît presque une évidence, mais il y a 10 ans, les parts de marché n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. On était à 6% globalement en Europe. On a un peu plus de 20% aujourd'hui, donc c'est pas la même chose. Et 10 ans après, on a 70 000 clients, 1,7 milliard d'euros sous gestion. Donc on est content, ça marche bien. Le plan de marche s'est déroulé à peu près comme prévu pour les équipes de Sébastien Dornano, etc. Oui, c'est toujours un peu plus long à démarrer, évidemment, on est toujours un peu plus pressé, mais on voit que ça accélère bien. C'est vrai qu'on est aidé par la vague ETF et puis l'élargissement globalement des ETF. Et on en a profité pour annoncer aussi le lancement d'une nouvelle marque qui s'appelle Altéis, vraiment pour faire du B2B2C. En fait, on se rend compte qu'on a d'abord été sollicité par Erest, sur lequel on avait communiqué aussi en multifamily office, que les multifamily office et les CGP de plus en plus s'intéressent globalement aux ETF. Et ce qu'on leur propose, c'est sur la marque Altéis plutôt que Yomoni, évidemment, de leur ouvrir la gestion, de leur faire des mandats, de leur faire des mandats de gestion en ETF, de les aider dans cet acte. Vous avez un statut de société de gestion, je le rappelle. Société de gestion, tout à fait. On est la seule société de gestion complètement digitalisée. Globalement, on est société de gestion, ce qui nous permet du coup de faire des mandats de gestion pilotés. Et donc, il y a un site, Altéis, et qui permet du coup, sous une marque B2B2C, d'accompagner du coup les CGP qui souhaiteraient. Évidemment, il n'y a pas les mêmes rétrocessions bien sûr. Business actuel, donc ça leur permet de libérer plus de temps, de garder vraiment la relation clientèle auprès de leurs clients. Nous, on est juste là pour leur donner le moteur. Et eux vous rapportent que leur client, le client final du CGP intermédiaire, il a de plus en plus. Cette solution de gestion en ETF, finalement, elle leur convient. Ils ont de plus en plus de demandes, de toute façon, et soit ils y passent beaucoup de temps sans avoir forcément la rémunération adéquate. C'est compliqué de passer en honoraire et ainsi de suite. On a tout ça en tête. Soit ils délèguent cette partie-là. Ils restent vraiment là où ils apportent le plus de valeur ajoutée sur le reste de leur activité, sur lequel on n'est pas du tout présent, on n'a pas vocation à être présent, et donc on le fait sur une marque peut-être un peu moins importante que Yomoni. On verra dans 10 ans. Exactement. Et donc voilà, donc ils sont évidemment les bienvenus, on sera à Patrimonia, et donc on pourra échanger tout ça et construire avec eux vraiment cette marque et cette proposition de valeur. En tout cas, c'était un peu l'annonce des 10 ans. Ah oui, bien sûr. Oui, c'était pas un anniversaire pour rien. Jamais pour rien. C'est jamais pour rien. Bon, si on en revient au baromètre, à l'Observatoire ETF, Olivier, qu'est-ce qu'on peut dire de la collecte du mois de juin, les flux qui ont animé ce marché? Oui, alors les flux ont été peut-être un peu plus stables, mais 20 milliards quand même de collecte sur le mois de juin. Donc c'est l'équivalent de ce qu'on avait en juin 2024. Donc c'est un peu plus faible que ce qu'on a connu depuis le début de l'année, mais ça reste quand même globalement consistant et vraiment en équilibre avec 2024. Si on regarde donc sur le semestre, depuis le début de l'année, on est à 160 milliards de collecte. L'année 2024 qui était l'année record en Europe sur les ETF, on était à 100 milliards, donc on est quand même à plus 60% de hausse par rapport à l'année de record. Donc pour l'instant tout se passe bien, même si le mois de juin du coup est solide, mais en ligne par rapport à ce qu'il y avait l'année dernière. Toutes les classes d'actifs ont collecté. Toutes les classes d'actifs ont collecté, y compris les matières premières. Donc on a 9,7 milliards globalement sur les actions. Donc c'est un petit mois pour les actions globalement. On y reviendra peut-être juste après. 7,8 milliards sur l'obligataire et 2,2 milliards sur les matières premières, essentiellement les métaux précieux, donc 1,3 milliard sur l'or, ce mois-ci l'or a collecté en ETF, 600 millions sur l'argent, et le pétrole, c'est juste flat, 76 millions globalement, sur évidemment des marchés qui ont été un peu plus chahutés sur le pétrole. Donc voilà, 2,2 milliards quand même de collecte sur les matières premières. Effectivement. On a souvent expliqué, vous nous avez souvent expliqué que effectivement ces marchés que les ETF n'étaient pas forcément la porte d'entrée privilégiée pour s'exposer à ces marchés de matières premières.
peut arriver qu'il y ait quand même un peu de collecte et un peu de Oui. flux sur ce type de produit indexé sur les C'est pas la matières premières. préférence, on le voit, hein, l'or fonctionne très bien, mais c'est pas forcément via ETF que les investisseurs investissent en or. Bon, sur les actions, vous disiez mois solide, mais un mois en ligne, on va dire, Alors, avec l'historique. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les dynamiques justement observées sur les Donc, flux actions? 9,7 milliards, donc c'est le plus bas depuis avril 2024, hein, donc c'est relativement D'accord. bas. On a toujours les grosses capitalisations mondiales, évidemment. Plus surprenant, les émergents, les actions émergentes se placent en deuxième position en termes de thèmes qui ont intéressé, donc avec la faiblesse du dollar, évidemment. Ça fait du sens de s'exposer sur les marchés émergents. Les grandes capitalisations japonaises aussi ont tiré leur épingle du jeu. Sur le segment vraiment action américaine, c'est la croissance, évidemment, qui est revenue. Hein. Ça fait 3 mois de bonnes performances sur tout ce qui est tech, notamment. Donc la croissance US a collecté côté ETF. Et en sectoriel, les industries et les matériaux ont tiré leur épingle du jeu. Dans ce qui a décollecté, parce qu'il y a quand même des choses qui ont décollecté globalement, il y a les actions américaines en grande capitalisation et en moyenne capitalisation, globalement. Donc, hormis la croissance, ça a globalement décollecté aux actions US, les actions nordiques. Et au niveau sectoriel, les financières, donc je pense qu'il y a eu pas mal de gains aussi pris. Là, c'est des prises de profit. Hein. Exactement. Oui. Et les biens de consommation et de services, globalement aussi, qui ont décollecté. Donc sur le mois, mais c'est vrai que les actions américaines, c'est rare. Les grosses capis, c'est quoi? C'est parce que le rebond a été rapide, violent. Certainement. Et donc c'est vraiment sur la tech qu'on est revenu. C'est ça. Globalement sur la tech. Sur les bonnes vieilles recettes qui ont bien fonctionné à nouveau. Sur la partie obligataire, entre le souverain, la dette d'entreprise, comment les choses se sont réparties là sur le mois de juin? La collecte essentiellement sur l'investment grade euro, donc les obligations d'entreprise européennes. L'agrégate, alors couvert en CHF, donc ça c'est des flux qui peuvent être aussi un peu particuliers sur certainement des banquiers privés. Donc en agrégate, les obligations émergentes aussi en devise locale. Donc on voit que l'émergent, que ce soit côté action ou côté obligataire, a connu un bon mois de juin. Et sur le souverain, ce qu'à noter, c'est que la collecte, elle est vraiment sur le court, que ce soit en dollars ou sur la zone euro. On reste vraiment sur du court terme. Dans les décollectes, on retrouve le souverain américain, donc sur du plus long terme. L'investment grade aussi américain qui a globalement décollecté. Les obligations diversifiées, donc le global aggregate en euros aussi a décollecté. Et tout ce qui va être aussi inflation US et de manière plus particulière, les obligations en yuan aussi, les ETF obligataires en yuan aussi ont décollecté globalement. Pour les produits ESG au sens large, donc à la fois sur les actions et les obligations, on stabilise un peu les choses, on arrête de décollecter là? Alors globalement, on va voir la chose, le verre à moitié plein. Globalement, on a une collecte légèrement positive sur le ESG. En fait, sur les actions, ça a redécollecté. Donc le mois dernier, on était revenu en collecte positive après plusieurs mois de décollecte. Les actions sont redevenues en décollecte. C'est vraiment le marché obligataire, les ETF obligataires qui ont collecté avec environ 24% de la part de marché sur les souscriptions nettes sur le marché obligataire qui ont été sur le ESG. Et ça a décollecté encore sur les actions. Et ça reste très très faible, globalement, les parts de marché qui continuent de baisser légèrement sur le côté ESG. Donc, c'est toujours pas le retour globalement des flux sur le ESG en ETF. Qu'est-ce qu'on peut dire du côté des émetteurs? Alors toujours le classement de ceux qui détiennent le plus d'encours. De ce point de vue-là, il y aura sans doute pas de changement. Ce qu'on peut noter, c'est que sur les 20 plus gros émetteurs globalement en ETF, tout le monde a une collecte positive. Donc on voit quand même que globalement la collecte est positive. BlackRock est toujours en tête. Donc ça c'est rare quand BlackRock n'est pas en tête. Mais ce qu'il y a à noter, c'est que par rapport parmi les plus gros du marché, les 3 plus gros, en fait, c'est le seul à garder vraiment son rang et avoir une collecte qui est en ligne avec ses parts de marché. Amundi se retrouve 17e en termes de collecte sur le mois. DWS, qui est 3e, et se retrouve 12e vraiment sur le mois. Donc c'est vraiment, BlackRock arrive à maintenir dans un environnement qui était plus de volatilité pour ceux qui essayent de se raccrocher à BlackRock. Exactement, ça a été un petit mois pour les gros. BlackRock est resté, du coup, c'est à noter, parce que c'est jamais facile de tout bien sûr. Et c'est vrai que on a eu quand même pas mal de souscriptions en obligataire et BlackRock est très présent sur le marché obligataire également, donc c'est peut-être ce qui les a aidés. UBS est classé 2e du coup en termes de flux et HSBC 3e sur le mois de juin, donc 2 beaux mois pour UBS et HSBC. Bon, et puis à mi-parcours 2025, là vous vouliez mettre un petit focus sur l'émetteur américain, c'est américain, VanEck? Oui, VanEck qui a fait une bonne collecte globalement sur le semestre, parce que c'est vrai que les classements sont toujours relativement figés, il faut plutôt aller jusqu'à la 20e position pour voir PIMCO qui vient gratter à la 20e ou la 21e, mais VanEck a globalement plutôt des bonnes souscriptions avec
les thématiques, hein, ils sont spécialisés sur les ETF thématiques. Donc il y a eu la défense évidemment, mais il y a un certain nombre de thèmes. On voit qu'ils font pour l'instant une bonne année. Sur le premier semestre. Bon, à propos d'ETF thématiques, dans les lancements de produits, qu'est-ce qui a retenu votre attention là au mois de juin, Olivier? Alors on a eu 25 lancements globalement sur le mois, donc un bon mois, surtout actions, 18 actions, 4 obligataires, 3 ETF allocataires, vous savez, qui mixent, qui ont des points un peu précis entre actions et obligations, qui viennent faire un peu de la gestion pilotée à notre place, mais voilà, de manière... Le 60-40 en ETF, quoi. Exactement, donc il y a ça, et puis alors sur le côté ESG, uniquement 2 émissions avec des critères extra financiers. Ce qui est intéressant de noter, j'ai trouvé, c'est qu'on a une émission obligataire ESG avec Goldman Sachs sur les obligations émergentes, et Amundi a lancé un ETF obligataire ESG aussi sur les actions émergentes. Donc c'est vraiment l'émergence sur les deux. Émergent et ESG, là on est sur... et à la fois actions, donc côté Amundi et obligations pour Goldman Sachs. On a un nouvel ETF thématique défense européenne de State Street, donc on voit que ça continue à avoir des nouvelles émissions, donc State Street avec la marque SPDR évidemment, et Fineco AM, qui est un plus petit acteur, qui a lancé donc 6 ETF, donc une grosse activité, 3 ETF actifs actions, donc avec un ETF actif monde, zone euro et puis US évidemment, et puis donc c'est eux qui ont monté 3 ETF allocataires avec une version prudente avec 20% d'actions, une version diversifiée 60% et une version plus agressive à 100%. Évidemment, ça marche les ETF d'allocation? C'est pas les premiers, hein. Il y en a qui existent. Moi qui fais un peu l'allocation un peu plus active, je vais vous dire que ça marche pas. Mais on va quand même suivre ça avec vous. C'est dans la lignée des ETF plus ou moins actifs et actifs, évidemment, avec les tentatives de part de marché sur la gestion indicielle, c'est de bonne guerre. On verra. Bon, alors quand on fait de l'allocation active sur la base d'ETF, qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi le message et les positionnements que vous recommandez sur les différents profils pour l'été en l'occurrence? Nous, on est resté globalement prudent, donc sur un équilibré 50-50 qui est notre profil P6, on a 55% d'obligations, 45% d'actions toujours, donc on reste plutôt prudent parce qu'on trouve que on est content du rebond du marché, mais on trouve que c'est peut-être été un petit peu rapide, donc on reste prudent sur le historique. On fasse 20% de baisse en quelques semaines, non. On n'a jamais vu ça. Donc ça prend 14 mois, on m'a dit d'habitude, d'effacer un bear market. Donc on est plus efficace qu'avant. Non, mais donc du coup, on reste plutôt prudent. On n'a pas fait grand-chose en termes d'allocation. On a toujours un biais tactique sur les actions de la zone euro. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait environ 10% de notre action US qui était sur de l'équi pondéré. On a réduit un petit peu pour reprendre un petit peu de tech. Donc on garde 5% d'équi pondéré pour diversifier un petit peu plus. On est relativement confortable sur les positions, sur les valeurs technologiques. Par contre, ce qui est sûr, c'est que s'il y a un retournement de marché globalement, c'est certainement les actions qui souffriront le plus, puisqu'en termes de valorisation, c'est toujours un peu plus tendu. Donc on va rentrer dans un cycle de publication trimestrielle. Donc voilà. Donc on n'a pas changé grand-chose. On a réduit un petit peu sur les equally weighted pour remettre un petit peu de valeur technologique. Parce qu'on est globalement plutôt serein quand même sur l'été. Mais on reste prudent globalement. On ne reste pas surpondéré action. On attend de voir. Et puis, oui, il y a pas mal d'échéances. C'est 3 semaines denses de publication de résultats. Et puis le 1er même août. Si le marché n'a plus les droits de douane, il y aura quand même toujours ces problématiques de droits de perdre d'un droit à un moment ou à un autre. Je crois qu'on a compris. C'est là pour nous accompagner encore quelques temps. Merci beaucoup, Olivier. Olivier Maltès, on vous retrouvera à la rentrée, directeur des investissements de Yomoni, qui nous accompagne une fois par mois, le 2e vendredi du mois, pour faire ce tour d'horizon de l'actualité de l'industrie de la gestion passive dans Smart Bourse sur Bismart.